Bonjour Lucie. Bonjour Hélène. Alors, je suis hyper contente de te recevoir dans le podcast. Je pense que on commence à être un peu sensible à ça aujourd'hui. Comment on peut être un peu malin pour revaloriser, donner une deuxième vie à des choses qui sont considérées aujourd'hui comme des déchets, qu'on regarde pas forcément avec beaucoup d'attention. Et en revanche, voir leur potentiel, les considérer, tu vois, comme un peu des ressources finalement. Toi, tu t'intéresses de très près à des déchets bien particuliers. Ils sont considérés comme tels parce que on se retrouve avec cette matière inerte sur les bras, qui n'a pas vraiment d'utilité, en tout cas pour les personnes qui les trouvent, enfin en tout cas qui les recueillent, alors que c'est bien un petit trésor dont il s'agit. On va parler des terres d'excavation qui sont engendrées en fait par différents chantiers du bâtiment. Grosso modo, ce sont des travaux de terrassement, de fondation et de souterrain qui génèrent finalement tous ces déchets. Alors, on a déjà reçu dans ce podcast Anna Saint-Pierre, qui est une designer-chercheur qui, en pionnière, a établi des protocoles de réemploi des terres excavées, in situ, d'ailleurs souvent, en béton, donc en béton de site, en terrazzo, en pigment pour teindre des enduits de façade, etc. Et même, en fait, réduire cette pierre d'excavation à une granulométrie si faible qu'ensuite on peut s'en servir pour faire presque comme des impressions textiles, en fait, de l'encre. Donc c'est absolument formidable. Je vous remets le lien dans les notes de cet épisode. Et toi, Lucie, tu explores en fait les potentiels de réemploi de ces terres d'excavation, mais dans le domaine de la céramique. Comment utiliser en fait ces terres qui aujourd'hui se révèlent être en quantité astronomique. Je lisais que d'ici 2030, rien que dans le pourtour de Paris, tu vois, il y a à peu près 400 millions de tonnes de terre qui vont être excavées dans le cadre du Grand Paris. Donc en fait, c'est colossal. Ça veut dire que pendant en fait ces prochaines années, en tout cas en France, enfin dans cette région, on vit un truc un peu inédit, c'est que boum, on a un gisement qui était un peu avant aléatoire, mais qui là du coup va être sacrément important et d'une intensité assez inédite. Du coup, cette question que tu as embrassée finalement, c'est que faire de toute cette terre? Quels sont les champs à explorer? Alors évidemment, il y a de nombreuses initiatives qui ont vu le jour, notamment dans le cadre de ce Grand Paris là, de tout ça, c'est donc je crois beaucoup de briques de terre crue. Donc ça, c'est vraiment pour la construction. Mais toi, voilà, tu te dis, on va explorer peut-être des pistes un peu plus à d'autres échelles que l'échelle du chantier. Et on va pouvoir retrouver ces choses-là dans nos intérieurs. Donc demain, ça va être des contenants, des vases, des vaisselles, du mobilier en céramique. Et tu as d'ailleurs exposé ton travail durant quelques mois au pavillon de l'Arsenal à Paris, dans le cadre du projet Faire. Tu vas nous en parler. Peut-être que pour commencer cette conversation, Lucie, tu peux nous dire ce qui, jusqu'à présent, est fait majoritairement de ces matières inertes sur les chantiers, pour qu'on pose le paysage. Oui, alors ce sont des matières qui sont catégorisées en fait en 3 groupes selon si elles sont inertes ou non. Et une petite partie est réutilisée pour des projets de recyclage. Mais voilà, en fait, la grande majorité en fait, va être stockée ou enfouie dans des sites adaptés, donc des sites qui vont dépendre selon si c'est une terre inerte ou polluée. Elles peuvent être aussi réutilisées dans des projets de remblaiement, donc par exemple pour faire des terrains de golf ou du remblai. Mais la grande majorité en fait, de ces terres est surtout acheminée en Île-de-France ou ailleurs pour former des buttes et pour être stockées dans des sites spécialisés. D'accord. Donc en fait, on n'en fait rien. Tout ne peut pas être utilisé, mais il y a aussi bien sûr des recherches pour réemployer ces terres. Alors du coup, toi tu t'es dit, finalement, comme on doit chercher, et c'est un besoin un peu urgent d'imaginer quoi faire un peu de toutes ces terres qui pourraient du coup servir. Alors, il y a certaines applications, mais il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas encore été explorées. Et donc toi, tu t'es dit, ok, comment est-ce que tu commences cette recherche autour de la céramique finalement ? Eh bien, du coup, j'ai commencé cette recherche dans le cadre de l'appel à projet Faire Paris, donc lancé par le pavillon de l'Arsenal. Et en fait, j'avais l'intention, je me renseignais du coup sur ces terres d'excavation, et je voyais qu'il y avait différents acteurs qui travaillaient sur ce sujet à une échelle vraiment industrielle et de la construction. Et en fait, j'avais une pratique de la céramique que j'ai notamment développée pendant mon master. Et donc, ça m'intéressait de voir en fait comment est-ce qu'on pouvait utiliser ces ressources, ces gisements,
dans le domaine de la céramique et à la fois en fait pour faire la pâte céramique avec des matières argileuses et aussi pour faire les émaux qui sont en fait les revêtements vitreux qui viennent sur la céramique. Parce qu'en fait en regardant un petit peu les types de matières qui étaient excavées, je me suis dit que c'était vraiment intéressant de voir que c'est des matières que nous en fait on peut utiliser en céramique dans ces deux étapes, à la fois la pâte céramique et à la fois les émaux. Parce que ce qui est excavé, c'est quoi? Ça va être de l'argile, du sable, Voilà, il y a tout type en fait de matériaux excavés, donc ça peut être de l'argile, des marnes qui sont un mélange d'argile et de calcaire, du calcaire, de la craie, des limons, des sables. Et donc je trouvais ça intéressant que dans la liste de tous ces matériaux excavés, on pouvait en fait les retrouver à différentes étapes du processus de fabrication de céramique. Alors, on fait un petit topo peut-être céramique avant de rentrer dans le détail. Mais il y a en gros un peu plusieurs familles. Il y a la faïence, la porcelaine, les grès et peut-être les poteries un peu plutôt classiques, je sais pas. La terre cuite. La terre cuite. Et en fait, il y en a certaines qui sont plutôt poreuses et d'autres qui vont être vitrifiées dans la masse, donc complètement imperméables. C'est ça. Oui, les catégories en fait de céramique sont aussi liées à deux types de températures de cuisson différentes. Okay. On va parler de basse température et de haute température. Et donc en fait, quand on dit, moi quand je parle de une argile récoltée, en fait c'est des mélanges de minéraux argileux avec aussi d'autres éléments, du quartz, de l'oxyde de fer. Et donc en fait tout ça, ça va donner une température de cuisson et de fusion à l'argile. Donc moi, en l'occurrence, les argiles que j'ai récoltées sont plutôt des argiles de basse température. Mais voilà, selon la composition en fait de l'argile, tout ce que tu trouves. Voilà, elle va cuire en fait à différentes températures de cuisson. Elle va aussi fondre en fait à différentes températures. Et donc voilà, c'est pour ça que les grès et le grès et la porcelaine sont des argiles dites de haute température, alors que la faïence, la terre cuite, des argiles de basse température. Okay. Donc ça dépend à la fois de la composition des minéraux argileux et aussi des autres minéraux qui sont dans la roche. Alors, avant qu'on aille vraiment dans le détail et qu'on explore un peu et que tu nous racontes tout ça, je fais juste une petite parenthèse parce que finalement, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte qu'en fait, la céramique, alors on avait déjà un tout petit peu parlé dans un précédent épisode, c'était l'épisode hors série qu'on avait fait en collaboration avec Verbois, avec Frédéric Imbert, qui du coup cherche des alternatives, lui un peu à la céramique, mais veut retrouver cette esthétique de la céramique, mais sans utiliser de céramique. Et là, en préparant donc, cet épisode, je me suis replongée aussi sur l'impact un peu de la céramique, etc. En fait, on peut pas dire que la céramique ce soit écologique finalement parce que en fait ça consomme quand même vachement d'énergie. Il y a l'utilisation de pas mal de choses dans le processus de fabrication qui peut potentiellement être un peu toxique ou en tout cas dangereux pour les personnes qui les manipulent. Et aussi les émaux proviennent parfois du coup d'endroits très lointains qu'il faut beaucoup de choses pour pouvoir les récupérer parce qu'ils sont en toute petite quantité quelque part dans certaines roches du monde ou certains endroits du monde, voilà. Donc il y a quand même des petits sujets. On va en parler du coup et on va voir en quoi certains de tes travaux peuvent répondre, en tout cas apporter peut-être des alternatives. Et le dernier truc que je voulais dire avant qu'on commence, c'est le grand point de ce cycle de vie de la céramique, c'est qu'en fait après ça termine quand même en déchets un peu inertes parce que c'est pas recyclable en fait la céramique. On sait pas vraiment trop quoi en faire une fois que c'est émaillé, etc. Et il y a des alternatives, on va en parler, mais voilà, c'est quand même un peu, je voulais juste poser ce truc là. Toi tu proposes du coup des pistes. Est-ce que, je sais pas par où, est-ce que tu veux qu'on commence peut-être par les carreaux de faïence ou... Oui. Donc comment est-ce que finalement tu as pu... Parce que là, tu t'es dit, je vais utiliser les terres excavées, les transformer en pâte de céramique, les cuire et ça va faire de la faïence. C'est ça que c'était un peu le but, c'est ça? Voilà, je savais pas à quelle température ça allait cuire, donc si ça allait plutôt être une température de type faïence ou une plus haute température. Mais voilà, c'était, en fait, bien sûr, je m'inscrivais dans les mêmes problématiques que toi. Et donc, je réfléchissais au fait que la céramique, ça, à la fois, c'est une matière qui est durable et saine, mais à la fois, ça nécessite de l'énergie pour cuire et ça nécessite aussi d'excaver de l'argile, ça nécessite des ressources. Et donc, on ne sait pas forcément, en fait, d'où viennent ces matières premières avec lesquelles on travaille. Et donc, je trouvais ça aussi intéressant de sourcer ces matières premières sur le territoire
dans lequel j'habitais, donc l'Île-de-France. Et donc la recherche a vraiment commencé quand j'ai regardé un peu des listes de matériaux qui pouvaient être excavés. Donc je me suis dit, on va commencer par l'argile, qui est bien sûr la matière première pour faire la pâte céramique. Et donc il y a 2 formations argileuses principales en Île-de-France, dont l'argile verte de Romainville, qui est la première argile avec laquelle j'ai travaillé. Et donc j'ai premièrement un peu cherché à savoir où est-ce que je pouvais en collecter. Et en l'occurrence, c'est une argile qui est peu profonde, qui est affleurante et qui est très courante. Donc elle est intéressante à revaloriser et on la voit, maintenant que je sais ce que c'est, je la vois assez souvent sur des chantiers en Île-de-France. Et donc j'ai commencé par travailler avec cette argile, avec laquelle le collectif Niveau Zéro Atelier a également travaillé. Ouais, que vous avez peut-être dû voir si vous êtes venu voir l'exposition Frugale qui avait été réalisée par l'Association pour un design soutenable en septembre 2021. Du coup, ils s'étaient présentés. Oui, bien sûr. On mettra d'ailleurs le petit lien pour aller voir leur compte Insta si ça vous intéresse. Et donc, l'idée de faire sa pâte céramique en fait, avec une argile excavée, non seulement en fait, ça va participer à limiter l'encombrement des sites d'enfouissement, parce que l'argile excavée, c'est un déchet dont on ne sait pas quoi faire. Et en plus de ça, ça va permettre de limiter l'excavation d'une argile qui aurait été excavée dans le but en fait, de faire un pain céramique. Donc l'idée, c'était vraiment de dire, à la place d'aller excaver une argile qui est bien là où elle est, autant utiliser l'argile qui est excavée dans mon quartier et dont on ne sait pas quoi faire, qui est envoyée ensuite à des kilomètres. Ouais, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, quand on va dans un magasin, on est céramiste, on achète un pain céramique de terre. En fait, comme c'est vraiment une industrie de la poterie, là, on est sur des sites qui sont donc beaucoup plus importants que là, ponctuellement, le fait qu'il y ait quelqu'un, un projet de construction, un bâtiment qui se fasse. Et donc là, on a de manière à l'échelle du coup plus importante des déséquilibres écologiques, des érosions, des évassements des rivières, plein en cascade de choses. Et donc là, toi, tu nous dis, peut-être qu'on pourrait finalement s'intéresser là tout de suite maintenant à ce qui est à côté de nous et revaloriser ce qui est pour quelqu'un un déchet, mais pour moi, c'est une ressource. Mmh. Et alors, comment est-ce que finalement tu as réussi comment tu récupères cette terre et comment est-ce que, il y a un processus de préparation ou alors du coup on peut utiliser à partir du moment où on sait bien de quelle terre il s'agit, l'utiliser comme ça ou Est-ce que tu as pris des recettes là-dessus ou pas ? Alors du coup pour me renseigner sur le sujet, j'ai lu dans des livres en fait quelles étaient les étapes à suivre lorsqu'on partait d'une argile de récolte, en fait, d'une argile dont on ne connaissait pas forcément même la composition. Et donc, il y a quand même des étapes à suivre. L'argile est déjà mise dans un seau à tremper. Et ensuite, elle est filtrée. Et ensuite, il faut attendre que ça sèche. Donc, soit sur une plaque de plâtre, soit dans un baluchon. Et ensuite, ça va former une pâte consistance pâte à modeler. En Île-de-France, c'est un sol très calcaire. Et donc, les carbonates de calcium notamment si ça se transforme après, ça peut se transformer après à la cuisson en grains de chaux, donc ça peut être assez néfaste. D'où l'intérêt, du tamisage quand elle est sous forme liquide. Peut-être que dans d'autres régions de France, une autre argile n'aurait peut-être même pas forcément besoin de ce filtrage. Oui, parce qu'en fait, ce qui est vachement intéressant dans ta démarche, c'est que tu te rends compte à quel point la terre, c'est pas la terre, il n'y a pas une terre, il y a 150 millions de terres. Et que ça dépend de là où on est et qu'à quelques mètres, quelques kilomètres d'écart, on n'est plus du tout dans la même formation. Tout à fait. La même composition. Ouais. Oui, et que même du coup, l'utilisation en fait en céramique va aussi varier en fonction du type de terre ou de comment on doit la préparer et que chaque terre est vraiment différente aussi sur comment on la modèle en céramique. Et donc du coup, là, tu t'es rendu compte de quoi? Que finalement, tu es arrivé à avoir des résultats et des pains de céramique qui étaient tout à fait convenables avec lesquels on pouvait travailler la céramique? Oui, j'ai dû faire en fait différents tests, tout d'abord avec cette terre filtrée, donc à différents types de températures. Ouais. Et en fait après je compose souvent en fait dans une terre même achetée, c'est souvent des mélanges de différentes argiles avec de la chamotte ou non. Donc de la chamotte, c'est de l'argile qui a déjà été cuite une fois et qui est concassée, qui est ajoutée en petits grains dans une proportion plus ou moins grande selon
le type d'utilisation qu'on veut avoir avec la pâte céramique. Et qu'est-ce que ça apporte, cette chamotte, du coup? Quand la rajouter, ça permet quoi? Eh bien, ça permet que, par exemple, si on modèle, ça va non seulement sécher plus vite et ça va aussi donner plus de structure, en fait, à la pâte. Alors que, par exemple, si on tourne, on ne veut pas en avoir pour pas se râper les mains, enfin, tu vois. Et donc, voilà, l'idée, là, c'était de composer, en fait, la pâte céramique en fonction des premiers résultats que j'avais eus avec les tests que j'avais fait avec la pâte pure, en fait, sans aucun ajout. Et donc, j'ai notamment ajouté de la chamotte à partir de pots ratés de l'atelier, en recyclant, en fait, des céramiques qui n'avaient pas réussi. Et c'est aussi parce que moi, j'ai beaucoup travaillé les carreaux. Et donc, voilà, c'était mieux, en fait, dans mon cas, d'avoir une pâte assez chamottée pour le carreau. Donc en fait, ça veut dire que là, toi, tout ce dont tu nous parles là, c'est pas du tour, c'est ça? Voilà, alors moi j'ai commencé à travailler sur ce projet en décembre dernier, du coup dans le cadre de l'appel à projet du pavillon de l'Arsenal. Et donc dans ce cadre-là, je trouvais ça intéressant en fait d'envisager des applications architecturales pour cette céramique, l'idée que en fait, la terre excavée retourne ensuite dans le bâtiment. D'où le carreau, mais voilà. Mais après là, je continue aussi à travailler. Et l'idée, c'est aussi de développer des formes avec par exemple la technique de l'estampage, du tour ou du coulage comme a fait aussi Niveau Zéro Atelier. Et donc en fait voilà, il y a plein de possibilités différentes et ça va sûrement entraîner aussi des compositions de pâte céramique qui vont aussi varier selon les utilisations. Et du coup, quand tu testes les différentes cuissons, qu'est-ce qui s'est révélé? Est-ce que du coup, c'est la première étape, ça s'appelle le biscuit, c'est ça? Voilà, exactement. L'idée, c'était de voir en fait jusqu'à quelle température pouvait monter cette terre au début. Donc la première déception, c'est de voir que c'était une terre qui vraiment avait une température de cuisson très très basse. Donc ce qui est, en soi, avoir une température de cuisson basse, c'est une bonne chose, parce qu'on consomme moins d'énergie, mais là, c'était vraiment trop bas quand c'était pur. D'où en fait l'intérêt de la chamotter. Pardon que je te coupe. En quoi c'est un inconvénient que ce soit trop bas? Là, en l'occurrence, c'était trop bas pour être bien solide. Mais en fait, le carreau commençait à buller, donc il y avait des petites bulles qui se formaient à une température vraiment basse. Et donc, ajouter d'autres matériaux en fait dans la pâte céramique permet aussi de trouver une bonne température de cuisson qui va lui donner de la stabilité. Et qu'en fait, quand je parle d'ajouter d'autres matériaux, c'est soit des matériaux excavés comme du sable, soit des matériaux issus du recyclage comme de l'argile. Soit de cueillette, soit du recyclage. Voilà, c'est ça. Donc en fait, pas besoin d'ajouter même d'autres matériaux. Ouais, voilà. Trop cool. Et alors après, du coup, tu t'es dit, donc première utilisation, c'est qu'on va pouvoir en faire donc des carreaux. Et puis, ces carreaux, en fait, tu as eu envie de les colorer. Parce qu'en fait, le truc, c'est que dans la céramique, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les émaux arrivent quand on veut mettre de la couleur sur quelque chose. Voilà, en fait, l'émail, c'est un revêtement donc, qui vient dans un second temps. Donc souvent, en fait, on fait 2 cuissons, mais après, on pourra en reparler qu'on peut aussi cuire en une fois. Et donc souvent, on pré-cuit une première fois la pièce et ensuite, on lui applique un mélange de poudre qui va fondre dans le four et qui va lui donner, notamment quand c'est de la faïence, une résistance à l'eau qui va lui permettre de supporter le contact de la nourriture, d'être alimentaire. Et l'idée, en fait, de travailler aussi les émaux, c'est vraiment quand je me suis rendu compte que aussi en haute température, cette terre fondait et du coup pouvait potentiellement former un émail pour du grès ou de la porcelaine. Et donc c'est aussi comme ça en fait que je me suis dit ça pourrait être intéressant au vu de ce type de terre qui a une cuisson basse, donc il peut soit cuire à température de faïence, soit fondre à température du grès, d'avoir un peu ces 2 potentiels emplois de cette terre. Donc en fait c'est ta terre d'excavation qui devient un émail pour d'autres types de terres que là tu allé chercher ailleurs, et comme le grès, etc. Voilà, exactement. Donc la terre peut servir elle-même d'émail. Voilà, en fait on peut faire un émail avec de l'argile. Okay. C'est comme si on imagine de la lave, une roche qui fond. C'est le même principe en fait. Si cette argile a une température de fusion assez basse, alors c'est tout à fait possible. Et alors là, tu découvres quoi en termes de... même esthétique en fait, en termes de couleurs, en termes de... ici à Paris, en Ile-de-France, qu'est-ce qui ressort et qu'est-ce qu'on trouve comme émaux et avec quelle couleur toi t'as navigué un peu? Il y avait plusieurs gammes, plusieurs teintes. En fait, c'est souvent la présence en fait, d'oxyde de fer dans ces argiles ou dans ces roches qui va en fait donner sa couleur
à l'émail, selon avec quoi est présent l'oxyde de fer dans la roche ou selon quelle quantité il y en a, ça donne vraiment des teintes très variées. Donc si on fait par exemple des émaux en utilisant l'argile verte, ça va donner des couleurs assez noires ou un peu noir-violet. Alors que par exemple si on utilise la marne bleue d'Argenteuil, qui est la deuxième formation argileuse principale en Île-de-France, on est plutôt sur des teintes vertes, du fait qu'elles contiennent moins d'oxyde de fer. Ouais. Après, par exemple, utiliser les limons en tant qu'émail va donner plutôt des bruns. Mais en fait, l'émail, c'est vraiment, les possibilités sont infinies en fonction des courbes de cuisson qu'on fait, des recettes qu'on fait, à savoir qu'en ajoutant 5% d'un autre matériau dans l'émail, ça peut totalement changer les couleurs. Donc c'est ça aussi que je trouve très intéressant, en fait, c'est de montrer en fait des panoplies très diversifiées de couleurs et de textures à partir de peu d'éléments qui proviennent tous de la région, et en fait de composer des recettes uniquement avec ces éléments et de voir toute la panoplie qu'on peut avoir. Ouais, le champ des possibles, incroyable. Le champ des possibles, exactement. Ouais. Parce que là, donc du coup, donc on est chez toi et on a devant nous, c'est des échantillons en fait finalement des carreaux. De carreaux. On mettra des photos parce que c'est très très beau, mais on a à la fois des couleurs qui sont hyper profondes et aussi des textures en fait. C'est assez dingue. Parce que j'ai l'impression que c'est vachement plus texturé que ce qu'on peut voir. Après, je suis pas une spécialiste de céramique, mais j'ai l'impression que c'est vachement plus riche en termes de profondeur, voilà, mais même au doigt, au toucher, quoi. Exactement. Exactement. En fait, l'intérêt de travailler avec des matériaux donc qu'on excave soi-même, donc il faut en fait les broyer soi-même. Et du coup, on peut jouer sur la granulométrie pour avoir vraiment des effets de texture qui peuvent être vraiment variés. En temps normal, quand on fait des recherches d'émaux, mettons de haute température en céramique, on part des matières premières qui sont pures et ensuite on va suivre des recettes et composer en fait comme ça des recettes à partir des matières isolées. Et on ajoute aussi des oxydes métalliques pour former la recette, alors que là l'idée c'était vraiment alors attends, juste je coupe, les oxydes métalliques qui servent à pigmenter, c'est de la couleur, c'est ça? Voilà, exactement. En fait, un émail de haute température, c'est principalement de la silice à laquelle en fait on va ajouter. Donc la silice, c'est ce qui va faire la base un peu de. Voilà, exactement. Le réseau cristallin. Le réseau cristallin pour justement couvrir et rendre tout ça imperméable. Et ensuite, la coloration, elle est apportée par le pigment. Voilà, alors en fait, donc du coup pour faire un peu la base, donc on peut avoir de la silice, de l'alumine, donc ça permet que ça coule pas trop, et un oxyde basique qui va faire baisser la température de la silice. Et ensuite on ajoute des oxydes métalliques qui eux vont donner en fait la couleur. Et donc souvent en fait dans une recherche d'émail plus traditionnelle, on va dire je cherche à avoir telle couleur, donc je vais suivre des recettes qui vont me donner potentiellement telle couleur. Alors que là en fait c'était le processus inverse dans ma recherche, de dire j'ai tel matériau en face de moi, qui ne sont pas des matériaux purs. Forcément, c'est des minéraux. En fait, c'est des mélanges de différents minéraux. Donc, on a dans la même roche, on a et de l'argile, et du quartz, et de l'oxyde de fer. Et se dire, à partir de ça, quelle couleur et quelle texture on obtient. Donc, c'est un petit peu le processus inverse, en fait. Et de voir comment, en fait, s'imposer ses limites, de partir avec quelques matières donc, qui sont moins dangereuses pour l'environnement, qui sont locales. En quoi ça peut aussi donner quand même des gammes de couleurs vraiment variées et même en fait avoir des surprises. Parce que comme parfois on travaille avec des matières dont on ne sait pas ce que ça va donner en émail, on découvre aussi des choses et je trouve qu'au final ça stimule la créativité et ça étend, même, ça donne même des idées en fait. C'est génial, c'est génial. Oui. Et après pour revenir à la texture, qu'est-ce que tu as découvert? Dans une recherche d'émail en fait où on ne se limite à rien, on a de nombreux oxydes métalliques donc qui proviennent de minerais à l'autre bout du monde. Ouais, là je lisais le cobalt, ça donne ce bleu un peu intense comme ça. Et en fait c'est très, en cascade ça évoque plein de trucs et c'est pas forcément très. Oui ça provient de minerais à différents endroits du monde. On ne sait pas non plus aussi les conditions de travail des personnes qui travaillent dans ces minerais, etc. Et donc en fait, quand on fait une recherche avec ces oxydes métalliques, on peut vraiment avoir des couleurs très vives, etc. Alors que quand on travaille avec des matières naturelles, ça va souvent être l'oxyde de fer qui va être présent. Donc voilà, on a une gamme qui, même si elle est étendue, ne va jamais être flashy. Voilà, c'est des teintes un peu plus... C'est une nouvelle esthétique en fait. Voilà, exactement. Mais par contre, ça va pouvoir nous permettre de vraiment faire un travail sur la texture et de vraiment développer des brillants, des mats, avec, mettons, en utilisant du sable qui va un petit peu moins fondre.
en mettant 2 couches, ça va faire qu'il va y avoir une surface un peu plus granuleuse. Et c'est aussi intéressant en fait de comprendre l'action de chaque élément dans l'émail. Donc on va savoir que telle argile va permettre de vraiment bien faire fondre, alors que telle un peu moins. Donc on va mettre 2 couches du matériau qui font un peu moins bien si on veut quelque chose de plus granuleux, si on veut quelque chose de vraiment bien fondant. C'est aussi intéressant de vraiment bien comprendre en fait quel matériau on a et quelle action il va avoir sur son émail. Et ça permet de composer quand même des palettes vraiment diversifiées. Et voilà, et l'idée c'est un peu de composer en fait avec un peu une grille existante d'éléments, mais d'aller vraiment chercher dans la nuance et d'aller vraiment un peu pousser tous les possibles avec ces certains éléments et de aussi jouer sur les textures pour avoir une panoplie. Mais c'est vraiment dingue parce qu'en fait, il y a rien qui se ressemble dans ce que tu as... Enfin, ce que tu as exploré, c'est le début de quelque chose qui va pouvoir en fait un peu être... on va venir pouvoir piocher. Peu importe aussi notre signature en tant que céramiste ou la façon dont on aime aujourd'hui travailler la céramique et l'univers esthétique dans lequel on est. C'est pas un truc qui est restrictif. Au contraire, je trouve qu'il y a plein de gens qui peuvent venir d'univers très très différents se nourrir de tout ça, quoi. On n'est pas dans un truc donc parce que on est tous à Paris, tous les céramistes de Paris vont faire la même chose. C'est pas du tout ça. Mais en revanche, il y a quand même, du coup, tu nous dis là en fait, il faut qu'on sache aussi, nous, en tant que grand public, que quand on flash sur des céramiques qui sont comme ça aux couleurs très très flamboyantes, ça veut dire qu'en fait, c'est des émaux qui viennent peut-être de loin, ou en tout cas qui ne sont pas territorialisés forcément peut-être en France. Du coup, c'est ça. C'est vrai que si on travaille avec des émaux de collecte à haute température, on va rarement avoir des gammes vraiment vives. Et comme tu dis, en fait, c'est pas limité à un certain style de céramique. C'est-à-dire qu'en fait, dans la nature ou dans les matériaux excavés, on trouve de nombreux composants possibles pour former un émail. Il y a 1000 manières de former sa recette et ses températures de cuisson. Donc, on peut vraiment l'adapter à différents univers. Ouais. Et après, ce que je vois là aussi, c'est que tu as certaines... ne serait-ce que les terres, en fait, sont hyper belles. Parce que là, tu as des échantillons de terre. Et on se rend compte que, en fait... Peut-être que si on émaille un peu moins avec des trucs un peu moins flamboyants, on va peut-être aussi se dire qu'on aime un peu plus voir derrière la terre. Peut-être que... Et est-ce que cet émaillage soit parcimonieux, en tout cas moins colorant, comment est-ce qu'en fait, en gros, on fait pour jouer davantage avec la couleur primaire des terres ? Tout à fait, je trouve que c'est vraiment intéressant la question de la couleur des terres, parce que souvent, quand on veut ajouter de la couleur ou ajouter vraiment... une qualité esthétique, on va jouer sur l'émail, parce que bien sûr, il y a de nombreuses possibilités. Moi, dans mon travail, ça m'a vraiment aussi intéressé l'idée d'avoir une recherche sur les différentes teintes en fait, que l'on peut avoir avec les terres. Selon si on cuit, aussi de la température, un changement de 20 degrés peut aussi influencer la couleur. Quand on la mélange à du sable, ça va aussi influencer la couleur. Et de se dire qu'il y a certaines pièces qu'on n'est pas obligé d'émailler, que s'il n'y a pas forcément besoin d'être en contact avec l'eau, ou avec l'alimentaire, en fait, on peut aussi la cuire comme ça, brute. Et puis après aussi jouer sur des émaux, en effet, transparents, donc sans oxyde métallique, qui vont permettre aussi de montrer la beauté de la terre. Parce que là, c'est des terres qui sont un peu rouges, c'est vraiment... Voilà. Souvent, les terres de collecte, en fait, contiennent de l'oxyde de fer. En gros, entre le moment où l'argile s'est décomposée de sa roche primaire et le moment où nous on la prend, elle a voyagé. Et donc souvent, il y a d'autres matériaux qui se sont associés, etc. Et dont, il y a la présence d'oxyde de fer. Et donc ça va faire que c'est une couleur un peu plus terracotta, quoi, comme ce qu'on s'imagine de la terre cuite. Même en fait, dans cette couleur un peu rouge, il y a aussi de nombreuses nuances. Il y a des terres vraiment très rouges, d'autres un peu plus beige. Et c'est aussi vraiment... Et on pourrait même peut-être imaginer que le travail de céramiste pourrait demain aussi être un peu celui de mélangeur de terre, d'avoir, on ne sait pas trop ce que ça pourrait donner, mais peut-être que ça pourrait être très beau. C'est vrai que composer, de la même manière qu'en fait on fait ces recettes d'émaux, faire ces recettes de terre, c'est aussi vraiment intéressant et on a aussi des belles surprises à la cuisson. Et ça va aussi vraiment avec cet aspect production et création locale, dans le sens où en fait ce qu'on produit va vraiment... témoigner d'une certaine géographie, d'une certaine géologie, d'un certain lieu. On le sent vraiment d'autant plus avec la terre, dans le sens où c'est immédiat en fait. D'un endroit à l'autre de la même ville, on peut avoir 2 terres qui ont des couleurs vraiment différentes.
Et puis moi, je vois là, dans le sud de la France, pas très loin de là où je suis en ce moment, il y a, tu vois, ces ocres du Roussillon. Enfin, tu vois, tous ces paysages aussi qui sont hyper marquants quand on y habite. Et c'est vrai que du coup, quand on achète une céramique qui a été faite avec ces terres-là, mais hyper émaillée, on n'a même plus, on n'a plus de traces en fait de ça. Alors que du coup, si on avait un usage de l'émaillage qui était un peu différent que peut-être ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il a été éprouvé, développé par tout un tas de céramistes, il y a sûrement d'autres choses à nous révéler. Et peut-être aussi voilà, un lien plus ancré avec un territoire en particulier, mais même un territoire du coup, comme tu dis, très très localisé, précis, parce qu'en fait, juste à côté les uns des autres, c'est pas la même chose, quoi. Mais tout à fait, mais en fait, comme tu l'expliques, en fait là, moi, ce que je fais, c'est je ne fais que refaire des choses qui se faisaient en fait depuis des années, à savoir que voilà, les grands bassins de la céramique sont aussi liés au fait qu'on trouvait la matière première à cet endroit-là. Et c'est vrai que bah voilà, maintenant, c'est vrai que ça prend moins de temps d'acheter un pain tout fait, etc., ce que j'entends complètement. Mais là, c'est un peu, oui, l'idée de refaire, en fait, ouais, c'est ça. De prendre le temps, parce qu'en fait, c'est souvent ça, c'est que dans ce monde qui va à 1000 à l'heure, on n'a pas toujours le temps de faire ce pas de côté et en tout cas, quand on est plongé dans une activité, quand on est céramiste et que c'est notre métier, etc., c'est vrai que se dire, on me laisse une partie recherche, c'est pas toujours évident, parce que en fait, il y a aussi un engouement de dingue, donc il y a beaucoup de gens qui veulent prendre des cours, enfin, il y a une profusion un peu de tout ça. Et toi, avec ta casquette un peu de designer-chercheur, et de se dire, OK, en fait, je me détache de tout ça. Et oui, tu n'inventes rien, entre guillemets, mais en tout cas, tu remets à voir des choses qui aujourd'hui vont pouvoir inspirer des nouvelles pratiques, parce qu'on a une lecture différente aujourd'hui en se disant, peut-être que finalement, c'est intéressant pour ses propriétés plutôt locales, donc au lieu de faire voyager de la Terre de l'autre bout du monde. Et puis en plus, moi, en préparant l'épisode, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est très très compliqué de savoir exactement d'où viennent les terres, etc. Donc il y a un peu un manque de transparence là-dessus. Donc c'était aussi intéressant. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots peut-être aussi de ce qu'on pourrait imaginer avec une seule cuisson? Est-ce que ce serait possible d'avoir des choses mono-cuisson? Alors la mono-cuisson, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué dans mon projet. Parce que, voilà, comme on en parlait tout à l'heure, j'ai fait des émaux avec de l'argile. Et donc, en fait, c'est des émaux que je vais appliquer comme une engobe. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, une engobe, c'est de la terre liquide qu'on va appliquer sur une terre crue. Mais c'est une terre liquide, dans mon cas, là, qui va fondre et qui va donc former un émail. Et donc, ça permet de ne cuire qu'en une seule fois. Okay. Donc voilà, sachant qu'en fait on peut pratiquer la monocuisson même si, de manière différente, mais en fait avoir de l'argile dans l'émail facilite cela parce que et l'émail et le carreau vont se rétracter ensemble. Et ce qui est vraiment intéressant aussi avec ça, c'est que ça permet de ne même pas passer à l'état poudreux, à savoir qu'en fait je filtre la terre, donc je la mets dans l'eau. Ensuite j'ai tout de suite une barbotine que je peux utiliser et l'appliquer sur une terre crue et la cuire. Alors que voilà, passer par l'état poudreux, voilà, ça nécessite de prendre des précautions parce que ça peut faire des poussières dans l'air. C'est à l'état poudreux, ouais, ce que tu me racontais tout à l'heure en préparant l'épisode, c'est que c'est à l'état poudreux que c'est toxique aussi un peu pour nous, les oxydes. Voilà, exactement. Sachant qu'il y a des oxydes, les oxydes métalliques sont souvent toxiques et il y a aussi des matériaux qu'on utilisait traditionnellement dans l'émail qu'on n'utilise plus parce qu'ils sont vraiment toxiques. Et l'avantage d'avoir aussi des émaux de collecte, c'est qu'on n'a pas certains oxydes métalliques toxiques, mais il y a quand même par exemple la silice qui est nécessaire en fait pour faire l'émail et qui en fait par inhalation sous poudre vraiment fine peut être néfaste. Donc c'est vrai que passer en fait par des barbotines donc en fait de la terre liquide et l'utiliser en émail comme ça, ça permet de ne même pas se mettre en danger. Ouais. En tant que céramiste. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des gens qui... Enfin, il faut faire attention quand même. Voilà, c'est ça. Il s'agit de savoir, en fait, et d'adopter les bonnes pratiques. Et alors après, est-ce que aussi, tu vois, dans le cycle de vie de la céramique, on voyait tout à l'heure, on le disait en intro, que une fois que... Enfin, quand c'est cassé, c'est compliqué de savoir. Alors, tu nous disais tout à l'heure qu'on pouvait faire de la chamotte, donc... du coup, ça veut dire que toutes les pièces qui sont pas émaillées ou en tout cas brisées dans le processus avant que elles... donc là, on parle vraiment des manufactures, peut-être plus, qui peuvent du coup les revaloriser.
Sinon, il y avait aussi cette technique japonaise, le kintsugi, voilà, avec justement ce comblement un peu des fissures avec de l'or. Mais je crois qu'en fait, c'est un peu une fausse bonne idée dans le sens où bon, bah, l'or, c'est aussi quelque chose qui est rare. Et du coup, ça nécessite de nouveau une cuisson, etc. Bon, c'était pas toujours très, très... Enfin, bon, il y a des choses qui pourraient être peut-être mieux. On pourrait envisager des trucs auxquels on n'a pas trop pensé pour la revalorisation de ces céramiques. Ben, moi, je pratique plutôt en fait à mon échelle un peu les différents aspects dont tu as parlé là. Donc c'est vrai que à l'échelle d'une manufacture, souvent en fait, la céramique peut réintégrer dans son cycle ses propres déchets par le biais de la chamotte. Et donc moi, par exemple, c'est ce que je fais en fait. Tous mes tessons qui n'ont pas marché, je peux les réutiliser comme j'ai besoin de chamotte à mettre dans ma terre. Bon bah, je peux l'utiliser comme ça. Et après, par exemple aussi quelque chose que je peux faire, c'est broyer, mettons, un carreau de faïence qui n'a pas marché et l'utiliser comme émail. Comme ça fond haute température, comme émail pour un carreau de grès. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ces passerelles Quand entre on utilise plusieurs terres, en fait, presque. Voilà, exactement. Quand on travaille les deux températures, ça c'est possible. Après, tout ce qui est réparation, je trouve ça vraiment intéressant parce que parfois, comme tu dis, le bol est juste cassé ou ébréché. Donc en effet, le kintsugi, c'est une technique très particulière, mais il y a aussi un peu des faux kintsugi, enfin des kits qui permettent de le faire un petit peu chez soi à son échelle. Et après, moi aussi, quelque chose que je fais, c'est le réémaillage. C'est-à-dire que j'ai une pratique qui est beaucoup sur la surface, donc parfois en fait je prends des carreaux des surplus de chantier et je les réémaille. Voilà, ça peut aussi être intéressant parce que parfois juste avec la surface, avec une nouvelle couche de revêtement, on donne un totalement autre aspect au produit, une toute nouvelle autre vie. Et en fait, au lieu de dire bon bah ok, j'excave de l'argile, je me fais un carreau, ensuite je l'émaille, s'il y a déjà un carreau qui est là, qui est abandonné, on peut le réémailler et lui donner un totalement autre aspect. Donc je pense que ça c'est aussi quelque chose qu'on peut explorer, même réémailler des objets de boutiques de seconde main, ou même après, je sais pas, peut-être même juste les repeindre. Si on n'a pas envie de faire une deuxième cuisson, ça peut aussi être des options. Bien sûr. Et pareil, ça peut aussi stimuler la créativité et donner d'autres idées en fait en partant de l'existant. Ouais, je suis tellement d'accord. Alors, tu sais, Lucie, ce podcast s'appelle Où est le beau? Et je demande à tous mes invités, tu vas nous partager leur définition du beau. Est-ce que tu peux nous dire, pour toi, qu'est-ce que ça représente? Alors moi, en fait, les choses qui me touchent le plus sont vraiment être les matières brutes, les reliefs géologiques, les couches de dépôts rocheux, érodés. Je trouve ça intéressant que ces reliefs reflètent aussi le temps qui marque la matière. Après, quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est le fait que le beau est une construction sociale et que les matériaux naturels ont vraiment été classés, ordonnés, séparés les uns des autres. En fonction, selon des critères économiques, et que ça va leur conférer une valeur sociale, et donc de la beauté. Donc par exemple, dans le cas des roches, les pierres précieuses sont considérées vraiment plus belles que les autres. Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de travailler avec des matériaux jugés pauvres, de rebuts abandonnés parfois littéralement, plutôt que de choisir des roches précieuses. Donc de choisir de travailler avec les roches qui sont autour de moi. Et je trouve ça intéressant que dans la géologie, les matériaux forment vraiment un tout. Et par exemple, quand une roche est formée, il y a toutes sortes de débris qui s'agglomèrent. Il n'y a pas de matériau qui est considéré pur. Et c'est pour ça aussi que ça m'intéresse de ne pas travailler à partir des matières, pas à partir des matières premières séparées, purifiées comme des oxydes métalliques, mais vraiment en fait des mélanges de minéraux différents. Aussi, par exemple, je travaille beaucoup avec l'oxyde de fer, qui était considéré en fait comme une impureté en céramique, en opposition à la belle porcelaine blanche. Et donc ça c'est des éléments qui nourrissent ma réflexion sur le beau. Mais je partage aussi, je trouve que pour en revenir aux pierres et tout ça, moi j'ai là une passion pour justement toutes ces pierres non précieuses, qu'on appelle non précieuses, et qui je trouve du coup ont un mystère beaucoup plus profond, je trouve, et beaucoup plus, en tout cas moi, qui me touche beaucoup plus, peut-être qu'un diamant ou autre chose. Et puis même quand on voit, je trouve que la marque du temps qui passe justement sous nos pieds, c'est aussi, je trouve, une leçon d'humilité, de se dire que c'est une lente sédimentation, stratification de tout un tas de choses, et que nous on est l'être humain, tu vois, on est là, mais en fait on n'a pas toujours été là du tout, et que à l'échelle de la Terre finalement c'est assez anecdotique notre existence. Tout à fait.
Et donc, du coup, je trouve que c'est un peu une belle leçon de se dire, de travailler cette matière-là. Je trouve que ça doit. Enfin, au contact de tout ça, tu sens l'héritage aussi, tu sens l'histoire qui a passé, quoi. Tout à fait, parce que l'argile, en fait, s'est décomposée pendant des milliers d'années et elle arrive maintenant dans nos mains. Et comme tu dis, en fait, on la travaille à un moment donné d'une certaine histoire. Plus tard, elle aura une autre vie. C'est vraiment s'inscrire dans un rapport au temps par la matière qui est intéressant aussi. C'est trop bien. Et donc, du coup, tes explorations un peu de céramique, de cueillette, parce que c'est un peu ça, en fait, je trouve ça assez beau comme nom. Toi, tu penses que tu as envie un peu de les orienter vers où, enfin, vers aussi quel... Enfin, je sais pas si tu as des choses là en cours et que tu veux partager avec nous, des futures choses que peut-être tu vas... Eh ben là, je vais un peu refaire ce genre de travail dans 2 villes dans le cadre de résidences qui sont prévues, qui vont se passer bientôt. Et je vais aussi poursuivre ces recherches avec les matières d'Île-de-France pour vraiment les mettre en forme et voir en fait comment et les émaux et la couleur des pâtes céramiques peuvent aussi s'intégrer dans des objets plutôt de l'intérieur et du quotidien. Et travailler vraiment la 3D. Maintenant que j'ai vraiment fait un travail de revêtement plutôt plat. Et en parallèle, regarder comment continuer à produire des carreaux, voir comment on peut les produire à plus grande échelle. Donc il y a un peu ces deux parties. Et si jamais là il y a des céramistes qui nous écoutent et qui se disent oh là là, j'ai envie de poser plein de questions à Lucie, etc. sur comment elle fait, est-ce que moi aussi je peux aller récupérer des terres quelque part, etc. Est-ce que tu auras des choses à partager? Est-ce qu'on pourrait partager toi enfin je pourrais donner ton contact évidemment et les gens pourront te contacter sur Instagram. Tout à fait, c'est ok pour ça. C'est tout à fait possible et ça m'intéresse aussi d'échanger avec d'autres céramistes ou d'autres personnes qui ont une pratique similaire, donc n'hésitez pas à me contacter. Et quelque chose que je voudrais un peu dire, c'est que je pense que quand on voit des chantiers, en fait la différence entre juste des émaux de collecte ou des terres de collecte et là du coup le travail que j'ai mené et que d'autres mènent, c'est vraiment de dire on prend des matières naturelles mais qui sont considérées comme des déchets. Donc c'est intéressant aussi par exemple d'aller juste dans un chemin et creuser un peu de la terre, mais c'est limité parce que bien sûr on veut pas non plus en fait nuire au paysage. Donc là ce qui est intéressant dans le travail vraiment du chantier et de l'excavation, c'est que c'est des matières qui à la base sont naturelles, donc sont de collecte, mais qui là du fait du contexte sont devenues en fait des rebuts industriels. Souvent en fait quand il y a un chantier, les maîtres d'ouvrage sont plus que contents de se débarrasser de ces matières parce qu'ils doivent payer pour s'en débarrasser. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter, si vous voyez des chantiers à côté de chez vous, allez, si vous avez envie de faire, si quelqu'un a envie de faire ce genre de test, ou pour en récolter directement. Voilà. Mais c'est trop bien. Mais c'est ça, en fait, il faut un peu pousser les portes, être curieux et demander. Enfin, en fait, c'est que comme ça que ça peut potentiellement advenir au marché. Et en plus, si ça débarrasse quelqu'un et que pour vous c'est un trésor, je trouve que c'est plutôt chouette. Oui, et je trouve que ce qui est intéressant avec l'idée des terres excavées, c'est qu'elles sont aussi parfois dans la rue, c'est-à-dire que c'est vraiment public. Autant certains déchets industriels sont vraiment bien gardés par les industries, autant là on peut voir vraiment parfois en bas de chez soi un big bag avec de l'argile parce qu'il y a un parking qui se construit. Donc c'est vraiment parfois quelque chose d'assez immédiat, on a parfois la matière première en bas de chez nous. Donc je pense que c'est aussi peut-être ouvrir les yeux et penser un peu à ça pour... en tout cas, si on est intéressé par ça, il y a vraiment pas mal de chantiers qui se... Ouvrons les yeux, mettons des nouvelles lunettes. Merci beaucoup, Lucie. Merci beaucoup, Hélène.